J'ai été initié à la voile à la base de plein air du lac Palfette, ici à Baie-Comeau, à l'époque où notre ville avait une base de plein air qui n'existe plus, fort malheureusement, ce qui rend la relève à voile beaucoup plus complexe, c'est plus difficile. Je me nomme Luc Imbeau, je suis vice-commodore au sein du Club nautique de Baie-Comeau. En fait, ma fonction consiste essentiellement à supporter le commodore dans ses activités, dans ses actions, qui, lui, est le président de la corporation et le représentant du Club nautique auprès de la population régionale. Moi, je suis propriétaire d'un bâtiment à voile, donc un bateau à voile d'une longueur de 35 pieds, qui est un bateau qui est conçu pour faire de la mer assez costaude, là. Je suis propriétaire de ce bateau-là depuis une quinzaine d'années et puis j'ai voyagé pas mal, là. Je suis allé un petit peu partout là, dans les endroits que les gens qui ont des bateaux à voile vont. Mon nom, moi, c'est Yves Proulx. Je suis présentement commodore Club nautique de Baie-Comeau. Ça fait déjà 22 ans que je suis sur le conseil, que je suis membre du Club nautique et je suis sur le conseil d'administration depuis tout début. Les postes de commodore et de vice-commodore, c'est des titres qui appartiennent à la marine britannique. À l'époque, les commandants de bâtiments, les commandants de flotte étaient appelés des commodores et des vice-commodores. C'est resté dans la tradition des clubs nautiques, donc c'est la raison pour laquelle on a ces titres-là, mais c'est essentiellement président et vice-président d'une corporation sans but lucratif dont le but est de donner des services à ses membres. C'est bon? Et voilà! Ah, c'est ça la plaquette que tu as faite? Lorsqu'on veut faire une expédition locale, on va à la baie Saint-Pancrace. En voilier, ça prend 1 heure. On passe la journée et puis on revient. Si on veut aller plus loin, on peut aller coucher à baie Saint-Nicolas, qui est à 3 heures de distance. À voile, on peut faire des grandes distances. La plupart des gens ici qui ont un bateau à voile sont déjà allés aux îles de la Madeleine. On fait la baie des Chaleurs, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, peut-être même jusqu'à la côte est américaine. Donc, lorsque les conditions sont bonnes, tout est possible. Les règles de sécurité de base, la première, c'est qu'il faut être détenteur d'une carte d'embarcation de plaisance, une carte de compétence. Il faut évidemment connaître son embarcation. Il faut connaître les règles de sécurité, il faut connaître les règles de navigation. Il faut aussi avoir en sa possession les équipements de sécurité qui sont requis, c'est-à-dire des extincteurs, des fusées de détresse. Il faut avoir les équipements de navigation pour être certain qu'on va être vu et qu'on ne se perdra pas, c'est-à-dire GPS map, radar, système d'authentification internationale, etc., etc. Sur le fleuve, il y a les marées. Les conditions changent vite. La mer va se monter rapidement. 2, 3, 4 pieds, 1 mètre de vague. Et puis là, les conditions sont plus acceptables, mais là, on a besoin d'aide. Fait que c'est souvent ça que ça prend. Il faut préparer nos sorties en mer. Donc, il faut aviser les gens.
avoir des moyens de communication, avoir tous les éléments de sécurité. On parle des VFI, bien sûr. En mer, c'est essentiel. Sur les lacs aussi, là, mais en mer, ça devient un élément de survie, c'est sûr. Chaque bâtiment doit être doté des gilets individuels de flottaison pour le nombre de passagers qui est autorisé dans chacune des embarcations. Donc, moi, si j'ai un bateau qui est autorisé pour 8 passagers, j'ai l'obligation d'avoir 8 vêtements individuels de flottaison là, à bord en tout temps. La garde côtière canadienne est celle qui voit au respect des règles sur le trafic maritime et son rôle consiste, entre autres, à assister les personnes qui sont en détresse un peu partout sur les eaux navigables au Canada, principalement en eau salée sur le fleuve et dans les océans. Donc, lorsqu'il y a une situation d'urgence ou de détresse, c'est sa responsabilité d'intervenir pour assurer la sécurité des gens qui naviguent. Il est déjà à 8,5. Maintenant, avec nos cellulaires, on a des applications qui sont mises à jour, donc les directions des vents, les conditions météorologiques, les hauteurs de vagues. Donc, on a des belles applications maintenant qu'on retrouve sur nos cellulaires, mais il y a des applications payantes aussi. Si on quitte, on va plus loin en mer, puis on est très loin des côtes. Donc là, il faut avoir une personne à terre ou avec qui on peut communiquer pour aller chercher cette information-là qui va nous envoyer de l'information sur la météo à venir pour les jours à venir ou la journée qui vient. Le lien satellite est présent partout sur la planète. Ça, c'est disponible. Les gens, d'ailleurs, qui font des grandes traversées comme l'océan, en général, se dotent d'équipements satellites, ce qui leur permet d'avoir la météo en temps réel. Mais le routeur à terre est toujours essentiel pour, justement, analyser les conditions, le croisement des conditions, pour s'assurer qu'on va faire prendre la direction au bateau qui va être la plus sécuritaire possible. Les pires tempêtes en mer, c'est celles qu'on appelle de force 4, c'est-à-dire quand les vagues dépassent les 12 pieds et que les vents dépassent les 40-50 nœuds. Ça amène des conditions qui forcent en général les navigateurs à aller s'abrier dans des ports de refuge. La meilleure façon d'éviter des conditions de tempête, c'est d'avoir un œil averti dans l'écoute des prévisions météorologiques locales. Et si on doit faire de très grandes distances, ce que les bons marins font, ce que les bons navigateurs font, c'est qu'ils sont assistés par des routeurs à terre qui leur donnent une perspective de la météo beaucoup plus globale et qui vont leur donner les meilleurs chemins à suivre pour éviter les conditions de tempête. Moi, en revenant des îles de la Madeleine, il y a quelques années, avec ma conjointe, on a pris la décision de partir de Sainte-Anne-des-Monts pour revenir à Baie-Comeau, qui est un trajet d'à peu près 10 heures en général, avec des amis. Les conditions se sont détériorées. Finalement, la traversée a duré 19 heures au lieu de 10. Et en face de Pointe-des-Monts, ma conjointe a été propulsée par-dessus la table du salon pour se retrouver complètement de l'autre côté. Au même moment, il y a une vague déferlante qui est entrée dans le bateau et qui l'a complètement inondé. Donc, ça lui a amené, je dirais, la frousse de sa vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de l'intéresser au bateau qu'avant. Je suis seul à bord de mon bateau et puis je navigue au bord. La mer est calme. Vers minuit, je vois une fusée de détresse au large. Puis comme je n'avais jamais vécu ça, je suis comme un peu ébahi de voir une fusée dans le ciel. Je ne réagis pas tout de suite. Drôle de réaction, mais je n'ai pas réagi. Deuxième fusée de détresse. Tout à coup, la réaction me vient. Je suis en mer, une fusée de détresse. Ça appelle à moi. Je suis dans les ressources de cette personne-là. Mais j'ai un voilier à moteur, un 8 force, donc c'est pas rapide. Ça prend au moins 30-35 minutes m'y rendre parce qu'il fait noir. Puis avant que je retrouve ces personnes-là, il était à batteur. Et puis il y avait 2 moteurs. Les 2 moteurs ont tombé en panne. C'était une belle soirée d'été. Donc les gens n'étaient pas a priori à l'article de la mort ou en danger de mort. Mais quand tout le délai de la démarche vers le bateau,
Moi, je me posais beaucoup de questions. C'est un bateau qui coule, c'est un bateau qui... Je vais arriver là et je vais les retrouver dans l'eau, ils vont être en hypothermie. Donc, quand je suis arrivé, puis tout le monde à bord était en bonne condition, puis tout allait bien, il était juste en attente d'un secours. Ouf, la pression a tombé, puis mais je les ai ramenés. Ça a pris comme 1h, 1h30 au retour, remorquer un bateau. Ça s'est bien terminé. Pour les gens qui souhaitent s'aventurer en mer, moi, je dis d'abord, développez vos compétences comme marin, c'est très important. Connaissez vos embarcations, connaissez vos limites et connaissez vos équipages. Parce que si vous avez un équipage qui n'est pas expérimenté, ça va vous demander une approche qui va être différente de celle d'un équipage qui est expérimenté. Assurez-vous d'avoir une bonne connaissance des prévisions météorologiques et de leur évolution. Et assurez-vous d'ouvrir un plan de navigation avec la Garde côtière canadienne qui va s'assurer que vous êtes rendu à bon port lorsque votre expédition devra être terminée. Donc, si à un moment donné, votre plan de navigation, vous ne le fermez pas, ça veut dire que vous êtes peut-être en danger. Et à ce moment-là, la Garde côtière va enclencher immédiatement des recherches pour vous localiser et s'assurer que vous êtes dans des conditions là, qui sont correctes. On peut ouvrir un plan de route pour dire je quitte avec tant de personnes à bord, il est telle heure et je vais aller à Matane, par exemple, et je devais arriver vers telle heure, l'heure prévue d'arrivée. Et puis si, pour différentes raisons, on ne peut pas rentrer dans l'heure prévue, puis que les conditions se sont détériorées, puis on extensionne, bien, on rappelle, et puis on redonne une nouvelle heure prévue d'arrivée. Et puis à l'arrivée à Matane, bien, on doit rappeler pour dire qu'on est bel et bien arrivé à destination. Donc, eux, ils vont fermer le plan de route. Donc, s'il arriverait un problème, par exemple, donc eux, ils vont pouvoir envoyer du secours pour le type de bateau. Selon la situation. Malheureusement, il y a très peu de gens qui utilisent encore les cartes parce que c'est vrai qu'avec les GPS, les GPS Maps, les systèmes AIS et les systèmes de radar qu'on a aujourd'hui, on a une lecture en temps réel de l'endroit où on est. Donc, il est peu probable que ces systèmes-là soient dysfonctionnels parce que, bon, il faut le rappeler, c'est l'armée américaine qui a mis en place ce système-là et le système qu'on utilise, c'est le système de relève de l'armée américaine. Donc, si les systèmes de localisation ne fonctionnent plus, ça veut dire que l'armée américaine est en problème, ce qui ne devrait pas arriver en principe. Et la plupart des gens disposent de plus qu'un équipement GPS dans leur bateau. Aujourd'hui, nos téléphones, nos tablettes, nos iPods ont tous des puces GPS qui nous permettent de nous localiser en temps réel. Donc, l'utilisation des cartes est de moins en moins utilisée. Personnellement, moi, je fais une pratique à chaque année pour m'assurer que je ne perds pas cette habileté-là. Donc, je fais un exercice avec mes cartes de croisière, de navigation, de localisation et de localisation par croisement, parce qu'avec un compas de relève, c'est ce que ça nous permet de faire, pour m'assurer justement que je ne perds pas de ces compétences-là, advenant qu'il m'arrive un problème quelconque. C'est plus facile de naviguer en solitaire, mais la plupart des gens voyagent en équipage, en famille, le conjoint, la conjointe, les enfants, des amis, parce que le voyage demeure une activité qui est très sociale et qui permet de découvrir d'autres horizons. Et de voyager en bateau, ça amène une perspective qui est totalement différente de la Terre parce qu'on est sur l'eau des heures et des heures et lorsqu'on arrive à bon port, bien, la vue qu'on a est complètement différente de celle qu'on est habitué de voir lorsqu'on est sur Terre. Et ça, c'est tout à fait magique.